Alors, tout d'abord, je veux remercier beaucoup les caméramens qui ont pris en charge tout le côté de la prise de vue et du son. Merci à Emmanuel, à Virgile et à Rebecca ici présents qui prennent en charge tout ça. Bien. Je suis assez émue en fait. Je suis émue et puis je suis très très heureuse de pouvoir vous présenter Monsieur Jules Finzan ici, qui a accepté avec joie de venir nous parler aujourd'hui. Monsieur Jules Finzan a été arrêté en 1942 en zone sud par des policiers français, puis transféré vers le camp d'internement de Drancy, et puis ensuite déporté vers la Pologne, vers Auschwitz, où il était promis à l'extermination. Il a été rescapé, il a survécu. Il vient nous apporter son témoignage aujourd'hui. Avant de lui donner la parole, j'aimerais bien repositionner un petit peu cette rencontre dans ce qu'on a déjà étudié en classe, puisque en troisième et en première, on étudie la Seconde Guerre mondiale. Alors, en troisième, on l'étudie sous plusieurs facettes. Déjà, le récit de la guerre, l'arrivée fulgurante des armées nazies, l'Europe sous la botte nazie, puis ensuite, la progression des armées alliées qui ont libéré et les territoires et les peuples. Et puis ensuite, nous avons changé d'objectif, puisque nous avons étudié ce qui s'est passé ici en France, lorsqu'après l'armistice signé par Pétain avec les forces nazies, le nord de la France s'est trouvé sous occupation allemande et le sud, dite zone libre, était dirigé par une dictature raciste et antisémite, le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain, qui tout de suite, dès octobre 1940, a lancé la France dans la collaboration. Alors, collaboration, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est très simple. Ça signifie donner tout, obéir à tout, accepter tout. La France, pays si riche, est pillée de fond en comble. La France a faim. Les gens passent leur temps à chercher de quoi se nourrir, eux et leurs familles, de quoi se vêtir, de quoi se chauffer. Collaboration économique, mais aussi collaboration du travail. Des jeunes gens sont désignés pour aller travailler en Allemagne dans les usines d'armement. Collaboration politique. Les sbires de Vichy traquent, arrêtent, torturent, assassinent les résistants. Et enfin, collaboration génocidaire. Que d'énergie passée par Vichy pour traquer les familles juives, les localiser, les regrouper, les détenir, puis permettre leur déportation vers l'Est, dans un voyage sans retour. Une partie, pas une majorité, bien sûr, une partie minime de la population française a aidé le gouvernement de Vichy parce qu'elle était aveuglée soit par la haine, soit par la propagande. Ce sont les collaborateurs qui ont dénoncé soit une famille juive, soit une famille communiste aux autorités. Mais face à eux, se sont dressés un certain nombre de gens. Nous les avons étudiés, il s'agit des résistants. Alors, sabotage, grand réseau, maquis, presse clandestine, des choses très très organisées, mais aussi des résistances spontanées, d'une journée, d'une heure, d'un instant, qui ont pu sauver des vies. Vous me direz, il n'y a pas tellement de points communs entre ces deux types de résistance. Il y en a un qu'on a pu pointer il y a 2 jours dans les classes, c'est le devoir de désobéissance. Lorsque des lois iniques ruinent le visage de l'homme ou excluent une population de la gente humaine, il est dans notre devoir de dire non, de désobéir. C'est ce qu'ont fait les résistants. C'est ce qu'ils nous appellent à faire, mais que de dangers ont-ils dû l'affronter? Que de souffrances ont-ils dû affronter? En dernier point, nous avons étudié le destin funeste qui était réservé à 2 peuples que les nazis ont voulu exterminer. Il s'agit de la population de Tziganes et il s'agit du génocide des Juifs. Nous avons étudié le génocide juif qui s'appelle la Shoah, c'est un terme hébraïque. Mais nous avons aussi vu que l'extermination n'était que l'étape finale de tout un processus qui avait existé depuis des années, qui était mis en place et qui se développait. Souvenez-vous, l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933, les lois antisémites de Nuremberg qui ont exclu les Juifs et de la communauté économique, puis ensuite de la citoyenneté. Puis ensuite, il y a eu la fermeture des frontières comme un piège. Puis ensuite, les populations, elles ont été localisées dans des quartiers fermés, avec des murs, avec des portes. Ce sont les ghettos. Et que se passait-il dans les ghettos? Eh bien, il y avait des exactions, multiples, nombreuses, des injures, des mauvais traitements, des coups. Et puis la famine.
et puis la misère, et puis les maladies, et les assassinats, puis ensuite la déportation vers l'Est, vers les camps d'extermination. L'extermination, nous l'avons vu, elle a été mise en marche dès juin 1941, lorsque les armées allemandes ont franchi la frontière soviétique et ont pénétré vers l'Est. Que se passait-il? Les armées allemandes progressaient, la Wehrmacht progressait, mais derrière la Wehrmacht, il y avait des groupes de SS extrêmement bien organisés, les Einsatzgruppen, qui étaient chargés de repérer, de localiser et de massacrer les populations juives. Mais tout cela n'allait pas assez vite pour les nazis. Et en janvier 1942, ont été mises en place la décision suivante. Afin d'accélérer l'extermination, vont être construites de nouveaux camps dotés de chambres à gaz, qui étaient uniquement voués à l'extermination. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va chercher des gens à 4000, 5000 km de là, on les ramène dans le seul but de les faire périr. Le nom de ces camps, qui étaient construits en Pologne orientale, c'est une honte pour l'humanité. Mais vous les connaissez déjà. Auschwitz, Birkenau, camps de concentration et d'extermination côte à côte. Treblinka, Sobibor, Belzec. Et c'est ainsi que l'extermination a pu se dérouler. Alors vous me direz, pourquoi parler de ces histoires? Elles sont vieilles, elles datent de plus de 60 ans. Et puis c'est des histoires tristes. Il y a trop de douleur, il y a trop de souffrance, alors que le soleil il brille dehors. Alors, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est de se rendre compte qu'ici, en Europe, on foule une terre qui est mutilée. Elle est mutilée de qui? Elle est mutilée de 6 millions de personnes qui ont péri dans les chambres à gaz. 6 millions de personnes? Ben non, c'est 6 millions d'univers. Parce que, mis à part ces personnes-là, c'est toute leur descendance qui n'existe pas et qui n'est pas à côté de nous aujourd'hui. Il en est une autre mutilation. C'est la mutilation culturelle. La culture juive d'Europe de l'Est a disparu. Le Yiddishland, si dynamique avant la guerre, est moribond. Que va-t-il advenir de la langue yiddish, la langue du peuple juif d'Europe de l'Est? C'est une langue assassinée, c'est une langue sans peuple. On connaît déjà des gens, des pères, des mères qui ont perdu leurs enfants. Mais une langue qui a perdu son peuple, ça s'est jamais vu. Alors peut-être toi ou toi, un jour, tu te rendras compte qu'il faut aller rechercher des étincelles oubliées de cette langue ou de cette culture assassinée. Donc ça, c'est la prise de conscience de l'Europe actuellement. Il est un autre enjeu. Vous savez, on parle souvent du devoir de mémoire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des souvenirs, des événements passés que l'on doit porter aujourd'hui, même si c'est vieux, même si c'est achevé, même si on ne l'a pas vécu. Car ces souvenirs, ils sont porteurs de leçons. De leçons pour aujourd'hui, de leçons pour demain. Et la Shoah, le génocide juif, c'est porteur d'énormément de leçons. Des leçons que certainement vous trouverez vous-même aujourd'hui ou demain. Mais déjà maintenant, aujourd'hui tout de suite, on peut en poser une. Rien ne nous garantira ni système politique, ni justice, ni police, ni État. Rien ne nous garantira que ça ne recommencera pas. Oh, sous d'autres formes. Hein. Il n'est qu'une seule chose qui nous garantira, c'est la conscience de chacun. Et c'est pour ça que nous avons demandé à M. Jules Finzan de venir. Parce que M. Jules Finzan, il va nous aider à construire ce petit souvenir pour que nous en soyons les gardiens. M. Jules Finzan va nous aider à repérer dans la vie de tous les jours les buts inavoués de discours immondes ou alors des projets politiques assassins. Et doté aussi de cet outil que nous ont donné les résistants, c'est-à-dire le devoir à la désobéissance, nous serons en mesure de dire non. Jules Finzan, tu as vécu la déportation. Tu as foulé les lieux de l'extermination. Tu vas nous parler à nous, la génération de tes enfants. À vous, la génération de ces petits-enfants. Ainsi que vous, dotés de cette mémoire, gardiens de ce souvenir, le jour venu, vous parliez aussi à vos enfants. Vous leur racontiez. Afin que les générations futures, elles demeurent dans la vigilance. Je donne la parole maintenant à M. Jules Finzan.